Bonjour Atim. Salut. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton sujet de thèse, s'il te plaît? Mon sujet de thèse, tel que pour l'instant je le conçois, c'est l'historiographie et la littérature qui concernent les minorités sexuelles et de genre dans l'Afrique francophone, donc dans tout l'espace qui est constitué par les pays d'Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest qui parlent français parce qu'ils ont été colonisés par la France à un moment donné de leur histoire. Et donc moi je m'intéresse vraiment à la façon dont l'histoire de ces minorités, qu'on pourrait appeler aujourd'hui gays, ou alors lesbiennes, ou alors transgenres par exemple, a été racontée tant dans les archives coloniales, par les ethnographes, par les historiens, par les médecins aussi, ou par les autorités et les gouverneurs, mais aussi dans la littérature postcoloniale, par exemple les romans, la poésie ou les documentaires. Je m'intéresse vraiment à leur histoire et à la façon dont elle a été narrée depuis 2 siècles en français. D'accord. Et est-ce que dans la partie, on va dire, historiographie de ta thèse, est-ce que tu dirais que ta méthode est d'ordre socio-historique? Socio-historique... Qu'est-ce que tu appelles socio-historique du coup, que je sois certain? Disons que ce serait une méthode qui considère d'une certaine manière qu'il faudrait se concentrer sur la dimension sociale de l'histoire, sur la manière dont les sociétés... Enfin, en fait, c'est vraiment, oui, la focale sur la société et pas forcément sur la dimension politique, pas forcément sur la dimension étatique, mais vraiment sur les sociétés. Je pense que l'un dans l'autre, dans l'état actuel de mes recherches, oui, ce sera vraiment une dimension socio-historique, comme tu appelles. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'intérêt, en même temps la frustration de la chercheuse ou du chercheur pour mon sujet, c'est le fait qu'il n'y a vraiment pas eu énormément d'intérêt politique de la part de la France au moment de l'époque coloniale pour les questions de sexualité, de diversité sexuelle, un peu de déviance sexuelle, comme c'était appelé à l'époque. Autrement dit, il n'y a pas vraiment eu d'interdiction des homosexuels, grosso modo, que ce soit en métropole, sauf pour la petite parenthèse de Vichy, ou surtout dans les empires coloniaux. Donc, par définition, l'historiographie que je serais amené à faire, c'est forcément une étude de la façon dont, obliquement, les Français, dans leur empire colonial africain, ont plus ou moins réprimé, ont plus ou moins fait oublier, ont plus ou moins marginalisé les pratiques sexuelles considérées comme non hétéronormées. Donc par exemple, ça va de la disparition des chefferies locales, à la disparition de rites de passage, par exemple, qu'on peut considérer aujourd'hui comme normalisant l'homosexualité. Ça peut aussi passer par le processus de scolarisation, notamment dans l'Afrique occidentale française. Tout ça un peu va vraiment constituer une histoire qui, effectivement, comme tu dis, est très sociale, je pense. C'est pas forcément dans les textes de loi qu'on trouvera leur histoire à ces personnes-là. Et est-ce que tu utilises aussi certains concepts de la sociologie ou certains outils, par exemple, le fait de parler de minorité ou le fait de parler de normes dominantes? Est-ce que, de ce point de vue-là, comment dire ça, tu considères que ce sont des concepts sociologiques qui sont pertinents pour ton travail? Largement, je pense que oui, largement. Parce que, premièrement, cette recherche qui est la mienne est vraiment matinée de sociologie, au sens vraiment chronologique, où elle a d'abord commencé par une sociologie. Les chercheurs et les chercheuses qui sont intéressés au sujet des minorités sexuelles et de genre en Afrique en général, francophones ou non, se sont d'abord intéressés à leur aspect présent et tel qu'il était conditionné par la sociologie locale. Et ce qui manque à la recherche aujourd'hui, à l'état actuel des choses, c'est une mémoire collective des formes récentes de cette même sociologie. Et donc, forcément, comme ma recherche à moi sur la mémoire collective descend de la sociologie, des années 80-90, forcément j'en emprunterai aussi les concepts. Le concept de culture dominante, le concept de sexualité dominante, le concept bien sûr d'hétéronormativité qui sera à la base de la recherche. Cela étant, il faut vraiment éviter l'écueil du plaquage conceptuel qui consisterait par exemple à nommer ma recherche une recherche d'études queer par exemple. En un sens oui, c'est du queer parce qu'on est là à discuter de sexualité et de genre non conforme. Cependant, les catégories occidentales, vraiment dessinées dans l'Occident chrétien actuel, sont des catégories premièrement très sexualisantes
est donc très très peu conforme à la façon dont les minorités dont je parle, en Afrique centrale, de l'Ouest ou du Nord, se sont elles-mêmes perçues au fil des siècles, notamment aujourd'hui. Le terme de gay, le terme de lesbien, le terme de transgenre, le terme de asexuel, le terme de bisexuel, sont tous des termes qui sont utilisés, bien sûr, dans leur forme française ou anglaise, mais recoupent très très peu des réalités que moi j'ai pu observer dans les archives ou même sur le terrain. D'accord. Et tu as parlé de l'Afrique francophone, et est-ce que dans la définition que tu as de l'Afrique francophone, tu considères que c'est le même découpage que l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, ou alors est-ce que tu as un découpage un peu différent? C'est un découpage que je vais élargir un peu plus. L'Afrique francophone, c'est vraiment tout simplement tous les pays africains du continent, je me limite quand même au continent, qui parlent français à environ 60-70%. Pas forcément qui font du français leur langue officielle, parfois c'est une langue de travail, parfois c'est une langue qui a également été sous-gradée, comme c'est le cas récemment au Mali. Mais c'est vraiment des pays qui en fait ont été colonisés par la France. Donc Afrique de l'Ouest, anciennement Afrique occidentale française, Afrique centrale, donc anciennement Afrique équatoriale française, mais également Afrique du Nord. Donc avec le cas bien évidemment incontournable de l'Algérie, qui était par ailleurs un département français, et qui donc à ce titre, pour moi, a un intérêt encore plus prégnant. Alors, est-ce que tu pourrais définir ce qu'on appelle les Afro-American Queer Studies, pour ceux qui ne connaissent pas ou celles qui ne connaissent pas? Ouais, les African American Queer Studies, déjà je pense qu'il faut vraiment partir des concepts de base. Donc African American désigne juste la diaspora la plus célèbre en fait, la diaspora africaine la plus célèbre du monde, à savoir les Noirs américains, qui ont été déterminants dans plusieurs mouvements civiques et culturels que l'Occident entier, voire le monde entier, possède aujourd'hui et sur lesquels il élabore ensuite ses propres cultures et ses propres droits civiques. Donc, les African American Studies, c'est un mouvement émergent après les droits civiques, donc années 60-70, qui part vraiment de la côte Est par ailleurs, où des départements de certaines universités nord-américaines vont émerger, notamment celui où je travaille, pour étudier la population afro-américaine comme population afro-américaine, comme minorité au sein d'une majorité, dans le cas présent, assez oppressante. Les African American Queer Studies vont juste être, on va dire, au confluent entre les Queer Studies en général, à savoir l'étude des sexualités et des genres qui ne sont pas hétéronormés, et la population en question, à savoir les Noirs américains. Quelles sont leurs sexualités non hétéronormées? Quelles sont leurs pratiques du genre en tant qu'identité sexuelle socialisée? Quelles sont les façons qu'ils ont, par exemple, de chorégraphier le genre dans l'espace public ou dans l'espace privé? À quoi ressemble, par exemple, une famille non hétéronormée chez les Afro-Américains? Ça peut vraiment avoir des acceptions particulièrement larges. Et moi, effectivement, dans mon travail de recherche, secondairement, je me suis intéressé à la notion d'excès et d'abondance dans deux sous-cultures nord-américaines. La première, c'est le hip-hop, qui est assez célèbre, bien sûr, qui a plein de sous-branchements, etc., et qui a aussi vraiment le don de s'être internationalisé. Il y a un hip-hop français, un hip-hop nord-africain, il y a un hip-hop australien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'excès et d'abondance dans la représentation et dans l'imaginaire de l'hip-hop américain. Et je m'intéresse aussi à cette même notion dans l'univers de la ballroom, donc qui est un univers vraiment, vraiment au centre des African American Queer Studies, dans la mesure où c'est un univers compétitif et en même temps associatif qui dérive de la culture des bals de Harlem dans les années 70-80, où les performeurs venaient pour soit se travestir, soit performer le genre qu'ils souhaitaient avoir auprès du monde, de façon chorégraphique, donc des danses, de façon aussi vestimentaire, donc beaucoup de compétitions vraiment de qui est la plus belle, qui est le plus beau. Un univers donc de compétition qui a eu beaucoup d'impact sur la façon dont l'Occident, dans les médias, perçoit l'excès et l'abondance, comment on la représente. La notion qui m'intéresse le plus vraiment, c'est une notion qui s'appelle Ghetto Fabulous. Ghetto Fabulous, et donc c'est la façon que beaucoup de clips
de clips musicaux nord-américains des années 80-90 ont de montrer l'opulence en la mettant systématiquement au milieu de la plus grande pauvreté, avec des figures qu'on a tous en tête en fait, je pense. Le rappeur avec une chaîne en or massif, assis au milieu d'une voiture excessivement chère, le tout dans le Bronx le plus délabré. Pourquoi on a tous ça en tête? Pourquoi c'est devenu vraiment l'image qu'on a du rappeur nord-américain? Ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, les rappeurs n'étaient pas du tout dans ce type de ghetto fabulous. Et cette esthétique-là, je m'intéresse beaucoup à la façon dont elle s'est créée et pourquoi elle est si singulière, pourquoi, par exemple, on la retrouve vraiment qu'à New York, à mon humble avis. Pourquoi c'est vraiment là qu'elle est née et pourquoi c'est là qu'elle est restée. Alors que d'autres villes ont aussi eu une approche de cette esthétique sans forcément se l'approprier pleinement. D'accord. Et alors, quel impact a sur toi le fait d'écrire dans une langue qui n'est pas la tienne, donc c'est-à-dire d'écrire en anglais? Comment ça se passe pour un chercheur qui écrit dans une autre langue que la sienne? C'est une excellente question. Ça va dépendre de ce que j'aborde. Je pense que passer bien sûr les premiers obstacles de la traduction d'une pensée dans une langue ou dans une autre, donc une fois qu'on a acquis un vocabulaire minimal, passer en fait le problème du bilinguisme. À un moment donné, il faut avoir un certain bilinguisme. Pas forcément être parfaitement bilingue, mais il faut savoir lire et parler dans une langue qui n'est pas la langue dans laquelle on a été élevé. Passer ce problème-là, qui est un problème scolaire, il faut ensuite avoir aussi la discipline et l'envie de penser à un sujet dans la langue à laquelle il n'est pas venu à nous. Je m'explique. Il m'arrive très très souvent, par exemple, d'écrire soit des petits articles pour des conférences ou juste des notes aussi pour des cours sur l'esthétique de la surabondance, du hip-hop par exemple. Les mots qui me viennent en fait sont les mots souvent anglais pour le décrire. Et donc automatiquement il sera plus simple pour moi d'aborder ces thèmes-là en anglais. À rebours, en revanche, on a ma recherche principale, celle pour laquelle vraiment je suis censé être en thèse, qui concerne les minorités sexuelles et de genre, mais dans l'espace francophone. Auquel cas, c'est même contre-productif, c'est un contresens dans le sens le plus simple du terme, que d'utiliser des termes anglais pour définir par exemple ce que c'est que d'être transgenre au Maroc dans les années 90. Donc c'est, dans mon cas en tout cas, un constant équilibre qui n'est jamais tout à fait symétrique et qui consiste à se faire violence. Et aussi à voir ce que d'autres chercheurs, d'autres chercheuses ont fait sur les mêmes sujets que nous, dans une autre langue que nous. D'accord. Et alors, en quoi la fiction, puisque c'est aussi un de tes matériaux, peut être un moyen pertinent pour dire une expérience réelle, donc en l'occurrence ici des minorités sexuelles et de genre. Alors comment expliquer justement ce recours à la fiction comme un canal pour se dire? C'est vraiment une question qui me fascine en fait, le fait de... C'est un défi pour moi de garder conjointement la fiction comme outil de travail et outil de recherche, et en même temps l'historiographie la plus empirique, la plus méthodologiquement constituée. Parce que c'est deux thèmes qui, en tout cas, j'ai l'impression dans l'école française, sont souvent disjoints pour des raisons pédagogiques, mais qui se retrouvent de nouveau dans la recherche. Et je pense que c'est important pour la raison suivante. La fiction, donc les romans en fait, c'est les romans, la fiction constitue dans un contexte post-colonial souvent une archive alternative. La fiction n'a également pas attendu que la colonisation s'arrête pour elle-même commencer son travail de recension, de référence à certaines identités de genre ou de sexe non conformes, par exemple. Certains des romans, certains des poèmes qui font, par exemple, état, en Afrique francophone contemporaine, de sexualité conçue comme déviante ou de genre conçu comme oublié parce que trop ancestraux, n'ont pas attendu les années 60. Beaucoup sont déjà parus avant, sous forme de contes, par exemple. Je pense que la fiction est vraiment perçue, dans un premier temps, chez moi, comme un outil archivistique comme un autre, au même titre que le rapport le plus froid du gouverneur de Dakar, dans les années 60. Cependant, je pense qu'il faut aussi donner à la fiction son statut plein
qui est celui d'un art. Aujourd'hui, vraiment, la fiction, c'est aussi un art. Et donc, je veux vraiment considérer aussi la fiction dans son statut littéraire, et donc analyser sur le plan stylistique, sémantique et narratologique la façon aussi dont les personnes sont rendues personnages, dont par exemple les gens réels qui ont vraiment existé, qui existent encore, les personnes minoritaires de genre et de sexe en Afrique francophone, sont personnifiées, rendues personnages dans la fiction contemporaine. Je pense que c'est aussi un travail de littérateur, et c'est un travail que je veux assumer pleinement sans forcément le réduire à une historiographie simple. Et quelle place donnes-tu à l'engagement dans la recherche en général, mais plus particulièrement dans le cas de ton sujet? Ce que j'aime beaucoup dans ma recherche personnelle, c'est que c'est la seule jusqu'ici qui ait vraiment motivé aussi mes opinions politiques et qui les ait non seulement informées, mais également amplifiées et justifiées. Ma recherche, et celle de beaucoup d'autres avant moi et à côté de moi, est éminemment politique. Pourquoi? Parce que sur le plan historiographique, elle est un pied de nez monstrueux au révisionnisme des gouvernants de beaucoup de pays africains contemporains, au premier rang desquels, et je cite des noms, le Sénégal, le Mali, bientôt la Côte d'Ivoire, hélas, certains pays d'Afrique du Nord également, l'Afrique centrale plus encore, qui est, je pense, qui mérite la palme, hélas, de la région francophone la plus homophobe du monde. Donc ma recherche, qui consiste à montrer en vérité que les minorités de sexe et de genre ont toujours existé, aussi loin que l'archivistique a commencé à exister dans les gouverneurs coloniaux, nécessairement est politique, parce qu'elle va à l'encontre de politiques actuelles qui sont oppressives. Ensuite, dans un plan beaucoup plus large, c'est aussi une recherche qui peut être utilisée à bon escient par l'activisme, militantisme LGBT contemporain. Et c'est là, du coup, je pense, où c'est la seule connexion que moi je perçois entre ce que je fais et le militantisme LGBT au sens pur et dur, c'est que je fournis des documents. Je peux déterrer des documents, par exemple, je peux étayer aussi les thèses qui sont soutenues, notamment, par exemple, la thèse de la responsabilité, voire de la culpabilité de la médecine coloniale dans la répression du corps noir, thèse qui a été très largement démontrée par beaucoup de chercheurs et chercheuses très compétents. Au plan plus personnel, vraiment personnel, voire une narration personnelle, je dirais aussi que ça me justifie, moi, en tant qu'afrodescendant d'Afrique centrale, où je vois par exemple que ce à quoi je peux m'identifier aujourd'hui dans mon genre ou dans ma sexualité relève aussi bien, en fait, de pratiques et d'identités ancestrales qui ne sont pas nées dans le 5e arrondissement de Paris, mais qui au contraire peuvent aussi relever d'une ancestralité que l'Occident lui-même ignore parfois. Et alors, quel rôle jouent les médias dans ton travail? Les médias, notamment en Afrique francophone, c'est aussi une source pour toi en matériel sur lequel tu t'appuies? J'ai commencé ma recherche en m'intéressant exclusivement aux médias. Et c'est à la suite d'une conversation passionnante avec un chercheur à Paris que j'ai progressivement glissé vers l'historiographie, donc la mémoire collective, donc techniquement pas les médias contemporains, mais plutôt les médias d'avant. Mais les médias, aujourd'hui, j'utilise beaucoup encore, notamment les médias ouest-africains, par leur profusion et par leur précision parfois. Ils me donnent le pouls. Ils me donnent le pouls des pays postcoloniaux d'Afrique contemporaine. Qu'est-ce qui fait débat? Pourquoi ça fait débat? Comment ça fait débat? Et qu'est-ce qu'on en dit? Par exemple, exemple tout bête, la crise sénégalaise de 2008-2010, qui est particulièrement documentée, qui a même été fictionnalisée à travers les œuvres de Mougar Sarr, par exemple. Crise qui a affolé l'ONU à la fin des années 2010 parce qu'elle était particulièrement violente. On exhumait des cadavres, par exemple, sous la suspicion qu'ils avaient été homosexuels de leur vivant. Ça permet, les médias, donc, de prendre le pouls et de voir la façon dont les populations contemporaines réagissent aux soucis qui, moi, m'intéressent. Cependant, je pense que ma recherche va s'écarter sainement des médias les plus contemporains, par exemple les technologies sociales, de communication, on peut penser aux réseaux sociaux ou à la presse, parce que c'est de l'histoire trop contemporaine, c'est du temps présent et c'est pas forcément ce que je veux faire. Mais pour vérifier la réception de tous ces travaux que je pourrais faire et que d'autres feront dans l'opinion publique, ça c'est important, ouais. D'accord.
Et dernière question, est-ce que dans le département dans lequel tu es à Harvard, est-ce qu'il y a une communauté de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur des thèmes qui sont proches du tien, avec lesquels il y aurait possiblement comment dire ça, des synergies, des échanges, voilà, qui te permettraient d'avancer encore davantage? Nécessairement, oui, nécessairement. Comme je suis encore au stade assez embryonnaire de ma recherche, j'ai pas encore fait toutes les démarches pour connaître mes pairs. Mais il est certain, et je les connais déjà, et j'ai la chance de les connaître déjà, que d'autres chercheurs et chercheuses, que ce soit au département de langue romane, dont je dépends principalement, ou d'African Studies, dont je dépends secondairement, des chercheurs qui donc s'intéressent au même, je dirais, paradigme, pas forcément même question, mais même paradigme, à savoir paradigme interdisciplinaire, mélangé comme je le fais histoire et littérature, mélangé comme d'autres le font par exemple études cognitives et histoire, et également similarité de zones géographiques. Je travaille sur l'Afrique francophone, d'autres travaillent par exemple sur la littérature et l'historiographie des minorités sexuelles et de genre dans les lieux insulaires, Madagascar, les Antilles françaises, qui moi me sont tout à fait étrangères. D'autres enfin travailleront sur des auteurs plus particulièrement et vont essayer de croiser un peu à la façon dont je le fais, mais peut-être plus habilement encore, le Sénégal et l'Italie, pour interroger la place du corps noir dans la littérature du Sénégal et d'Italie. Il y a une émigration assez forte du Sénégal et l'Italie, et une communauté locale qui est assez abondante. C'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'ils produisent comme histoire et comme littérature de leur propre sexualité passée. Donc ouais, j'ai mes copains, j'ai mes pairs, mais à ce stade encore, je navigue à vue. Très bien, merci beaucoup. Merci.